Salut Well. Salut. Donc on est à Saint-Denis ici, C'est ça. Stade de France, plaine du Stade de France. Au pied du RERB. Au pied du RERB, là, depuis la GoPro que vous devez voir. Et alors c'est un peu particulier parce que dans le plan arrière, mais j'ai montré un petit plan, déjà il y a des poulettes depuis une année. Bon, on en parlera. Là, on va d'abord parler de Wael et de ton incroyable 93. C'est ça. Eh bien, présente-toi et après tu nous présentes mon incroyable 93. Ouais. Désolé pour le bruit du RER. Non, ça fait partie de l'environnement. C'est vrai que là, on n'aura peut-être pas des oiseaux, mais en même temps, ça va. D'ailleurs, il fait super beau. Comment? Je dis d'ailleurs, il fait super beau. Ouais. Donc oui, je m'appelle Wael, j'ai monté un projet qui s'appelle Mon Incroyable 93. Alors à la base, c'était pas un projet, c'était un voyage en Seine-Saint-Denis pendant 5 mois. J'ai eu l'idée de découvrir un peu l'endroit où j'ai grandi et pour un peu le montrer sous un autre angle. J'ai vécu au Québec et j'ai voyagé un peu dans le monde entier. Je me suis rendu compte que finalement toutes les personnes que je rencontrais étaient fières de l'endroit d'où elles venaient. Et moi j'ai jamais réussi à être fier, je sais pas pourquoi, c'est pas que j'ai pas réussi, même si je voulais montrer quelque chose d'autre et j'avais envie d'être fier de l'endroit où j'ai grandi, donc j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Et donc l'idée c'était de me dire ouais je vais partir finalement en voyage pour découvrir un peu là où j'ai grandi et savoir finalement qui je suis parce que c'est aussi l'endroit où j'ai grandi qui m'a façonné. Donc, c'est une part de notre identité. Hein, là, c'est mon identité aussi, je viens de la Seine-Saint-Denis, j'y ai grandi. C'est un voyage personnel à la base, donc voyager pendant 4 mois pour découvrir l'endroit où j'ai grandi. Cool. Et après c'est devenu un projet scolaire, donc un projet de fin d'études, j'ai réussi à en faire Dans mon quel stage. cadre, quelles études? Master 2 tourisme culturel et territoire. Ok, d'accord. Donc le comité départemental du tourisme qui m'a pris en stage pour voyager. Donc un stage, mon premier stage et mon dernier. Et le plus intéressant, je pense que c'est en fait l'idée c'était vraiment qu'ils me prennent en stage pour que je voyage et que je tienne un blog de voyage. Tu as été autonome après dans ta... Ouais, j'étais autonome, j'avais juste un blog de voyage et après j'allais à la rencontre des habitants, vraiment un voyage en sac à dos pendant 4 mois, aller dormir chez l'habitant, rencontrer l'habitant, découvrir les associations, les lieux culturels, le patrimoine. Donc bien dans le 93. Exactement, vraiment. 93 ou 9-3 d'ailleurs? Alors 93, moi je dirais même plus Seine-Saint-Denis. C'était marrant parce que ça, on essaie de tout le temps de vulgariser un peu ce 93, mais on dit jamais, je sais pas, 1-9 ou 1-6 ou 1-2 ou 2-1, par exemple la Côte d'Or ou ce genre de choses. Donc pourquoi dit-on 93 on essaie de vulgariser? La non. culture rap essentiellement. Oui aussi, mais moi c'était ça le but du projet. NTM. Oui, mais 93 ça peut être aussi agriculture urbaine, ça peut être plein de choses. Et l'idée vraiment du projet c'était de montrer... Donc donner une autre identité. Donner pas une autre identité, montrer qu'il y a aussi ça, mais il n'y a pas que ça. Ouais, c'est ce que j'entendais, quelque chose de plus complet en fait. C'est plus complet et complexe surtout, parce que c'est pas que le rap, la violence, les bars, il y a aussi... Quand tu dis complexe, alors complexe peut entendre une difficulté et peut entendre en fait une telle richesse qu'il faut prendre le temps d'y plonger dedans. Je vote pour le second choix. Pour le second choix, je m'en doutais, mais j'aime bien préciser les mots. Donc oui, complexe parce que il y a énormément de... C'est un département très riche, autant en termes de patrimoine architectural que humain. Et je pense que c'est l'humain vraiment qui fait la Seine-Saint-Denis aussi. C'est une histoire, on la connaît très peu, on ne sait pas que c'était l'une des terres les plus fertiles d'Europe au Moyen-Âge. Il y avait une foire, la plus grande foire d'Europe. Il y avait même des personnes qui venaient de Byzance juste en Seine-Saint-Denis pour échanger, troquer et faire des choses. Donc voilà, c'était un lieu quand même qui était assez... sa petite réputation. Là on est à Saint-Denis et en fait c'était... il y avait une foire qui s'appelait la foire du Landy, qui était devant le parvis de la basilique pendant 2 semaines, où pendant des gens de toute l'Europe qui venaient pendant 2 semaines dans cette foire. Voilà. C'est vrai qu'il faut bien considérer Paris, c'est la ville en France parce qu'il y a un fleuve. Et au départ, soit on avait des gros ports, Venise, puis Marseille, etc. Soit on avait des grosses villes proches des fleuves. Et c'est vrai qu'il y a la plaine alluvionale de Paris avec en dessous la Poste, etc. Et c'est pas surprenant ce que tu nous dis, c'est tout à fait logique. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier puisque l'humain a eu tendance à un peu urbaniser tout, mais c'est vrai que carrément. La terre la plus fertile de France. C'est d'Europe au Moyen-Âge, oui. Ça s'appelait la plaine des Vertus. Et là, on est
en plein Pleine dedans. des vertus. Pleine des vertus. Énorme. Ouais. Énorme. Et donc il y a même du chou, il y a même on va dire, j'allais dire un cépage, mais non c'est pour le vin, j'allais dire une marque, non c'est pour un produit. Comment dire, un nom de chou, il y a le chou des vertus. Une espèce, voilà, le chou des vertus. Ou une variété. Une variété, oui. Une Variété de chou, qui s'appelle le chou des vertus, qui a été créé en Seine-Saint-Denis. Il y a D'accord. l'oignon des vertus qui vient de faire les choses. Et là, c'est une terre qui est encore très fertile et il y a énormément d'associations et de personnes qui essayent de remettre un peu et de recréer, on va dire, remettre la campagne en ville ou, on va dire, proposer une agriculture urbaine et donner à voir autre chose de cette Seine-Saint-Denis, de arrêter de l'urbaniser, de promouvoir un peu ce fait que c'est une terre qui est riche, donc autant la laisser tranquille et en faire quelque chose pour l'habitant. Ouais, ça y est, l'urbain on a donné, passons aussi à un équilibre Exactement. nature, humain et cité, puisqu'il y a... Parce qu'on entend forcément la Seine-Saint-Denis comme un endroit très urbanisé, mais c'est, on va dire, du 60-40, parce qu'il y a énormément de forêts, de parcs en Seine-Saint-Denis, d'espaces verts. Il y a plusieurs parcs qui sont classés Natura 2000. D'accord. Natura 2000, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais Directive Oiseau 1978, Directive Habitat 1992 qui fusionnent pour faire Natura 2000. Exactement. Voilà, et tout un réseau pour protéger des poches de biodiversité afin de créer des trames à travers au moins l'Europe et la planète entière, puisque c'est non seulement des aires de répartition, mais aussi des couloirs de migration. Et le réseau Natura 2000 a cette vocation. Donc 12 réserves Natura 2000 en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt pas mal. Ouais, carrément. Un héron qui vient se poser chaque année immigré au parc de la Courneuve. Voilà. On n'y pense pas. Donc en fait, c'est vrai que la Seine-Saint-Denis, malheureusement, parce que les médias jouent toujours sur des trucs où il faut vendre. Enfin, je ne vais pas mettre tous les médias, il y a des bons médias aussi, mais quand même, on connaît cette soupe-là. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite les grandes barres, etc., le béton, la sururbanisation et une concentration de population qui, on peut le comprendre, crée aussi un stress de se marcher les uns sur les autres. Mais il n'y a pas que ça, quoi. T'es en train de me dire, non, attendez les gars, au moins, alors c'est plutôt les 40%, plutôt les 60% qui va être en réserve naturelle, en terre. Non, c'est 40%. Ce qui est pas rien, c'est pratiquement la moitié de l'espace de Seine-Saint-Denis, où là, voilà, on a de la nature. On a de la nature. Du coup, toi, tu es en train de dire, attendez les gars, mais non seulement ça existe, mais en plus, il y a une bonne terre, il y aurait de quoi faire, et il y a des associations qui sont déjà en train de promouvoir ça. Ouais. D'ailleurs, on va aller voir ça tout à l'heure. Complètement. Il y a une association qui a recréé une bétaillère. Et en fait, ils font des transhumances urbaines entre Villetaneuse et Saint-Denis, le long du canal de Saint-Denis. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as pu justement échanger avec des habitants locaux sur cette nouvelle approche autour notamment de la campagne en ville? Est-ce que les gens, c'est bon, de ce que j'ai vu, il y a quand même des entreprises autour, des grands noms, tout ça, donc il y a l'air d'y avoir du boulot ici. En même temps, quand on regarde les stats, il y a des coins où il y a vraiment un taux de chômage élevé et des gens qui galèrent, et souvent on oppose les difficultés sociales à la capacité de quelqu'un à avoir une vision plus globale. Et là, par exemple, est-ce que les gens ici avec qui tu as pu discuter sont sensibles au fait qu'il y ait des poules, même s'ils peuvent être dans la galère? Ils sont sensibles parce que c'est des choses qu'on leur apporte et c'est ça qu'ils aiment, ce genre de personnes. En fait, ils ont juste envie d'avoir une opportunité de se raccrocher à quelque chose. C'est juste ça, c'est qu'on leur donne pas l'opportunité de se raccrocher à quelque chose, de découvrir, de s'ouvrir tout simplement. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, déjà, elles sont énormément fières d'habiter sur le territoire. Et c'est vraiment une frange assez large de la population, de toute religion, toute nationalité ou origine différente, voilà, et de cultures différentes. Et c'est juste qu'elles se disent, voilà, nous, on ne nous a pas donné la possibilité d'avoir ça, et on remercie les personnes que ce soit bien qui sont issus de la gentrification ou qui sont là depuis souvent et qu'on commence, et vu qu'il y a des moyens de communication un peu plus faciles et plus économiques en ce moment, enfin depuis on va dire notre ère, depuis l'invention depuis l'internet. Donc elle remercie toutes ces personnes parce qu'elles s'intéressent à ces personnes, elles sont juste embêtées de ne pas avoir eu la possibilité de le faire avant, tout simplement. D'accord. Donc
toutes ces personnes-là, elles demandent juste qu'à s'intéresser et à apprendre. Est-ce que je pourrais, du coup, peut-être c'est un peu rapide, mais imaginer que quand on a des explosions sociales, c'est peut-être aussi du fait que tout simplement il n'y a pas de projet et qu'il n'y a pas d'intérêt, et que du coup les gens, quand on les regarde pas, qu'on s'y intéresse pas, forcément au bout d'un moment ils n'ont pas forcément envie de jouer à certains jeux qui ne nous intéressent pas eux non plus, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment ça. C'est que les personnes, quand on s'intéresse pas aux personnes, les personnes elles essaient de trouver un moyen qu'on s'intéresse à elles. En fait. Et quand elles n'ont aucun moyen, elles trouvent le moyen le plus facile. Donc ça peut être aussi, je veux pas dire, oui, il y a eu de la violence en Seine-Saint-Denis, c'est une réalité. Oui, il y a eu des problèmes, des genres de choses. Mais c'est un moyen, le plus primaire d'interpeller en fait. C'est juste que quand on leur donne certaines choses et quand on laisse pas les gens dans la misère et que l'État aussi fait son travail, mais l'État, que ce soit bien le pays, les collectivités, les villes, fait le travail et qu'il y a des choses, il y a proposé des choses qui sont proposées et qu'on le fait dès le plus jeune âge, et ce genre de choses elles se passent pas en fait. Et c'est là où l'ouverture d'esprit arrive. Et moi, en fait l'idée du projet c'était vraiment aussi ça, voilà. De montrer aux habitants que finalement leur département est riche et il y a un intérêt à le voir et à le visiter. Qu'on peut venir et que c'est pas qu'un truc de bobo, ce genre de choses. C'est vraiment, le but c'était, si on pouvait faire un plan marketing de mon projet, c'était la cible première, c'était l'habitant. C'était pour l'habitant. Et c'est vraiment, quand je voyageais, quand j'allais chez les habitants, des personnes que je rencontrais ou des personnes que je parlais à l'arrêt de bus ou ce genre de choses, voilà, déjà ils étaient étonnés de voir un touriste venir sur le département, et je dis finalement, je découvre des choses tous les jours. Tous les jours, je découvre une richesse supplémentaire. Tous les jours, je m'intéresse à l'architecture, je m'intéresse au social, à l'associatif, parce que en Seine-Saint-Denis, c'est un département qui est quand même assez dense en associations. Par exemple, la ville d'Aubervilliers, c'est plus de 600 associations pour 80 000 habitants. Donc c'est assez énorme, mais des associations dans des choses complètement différentes. Il y a une association qui s'appelle Oberbreitz, parce que les premiers migrants de la Seine-Saint-Denis, c'était des Bretons. Voilà. Donc voilà, c'est ça aussi pour dire que finalement la Seine-Saint-Denis, c'est aussi une terre d'accueil. C'est quelque chose c'est pour ça aussi que les gens viennent ici, parce qu'ils sont depuis le Moyen-Âge, depuis l'industrialisation, les Bretons ont commencé à cultiver la terre. Après, les Auvergnats ont travaillé dans les usines. Il y a eu les Lorrains, les Alsaciens qui sont venus. Voilà, donc c'était une migration interne à la France. Et après, il y a aussi le fait qu'il y a eu la reconstruction, la désindustrialisation. Voilà, donc la Seine-Saint-Denis, une terre d'accueil, des habitants qui sont fiers d'y vivre et qui ne demandent qu'à s'ouvrir et à découvrir des choses. Alors là, a priori, je ressens une contradiction sur des habitants fiers d'y vivre. Mm-hmm. Tu nous as dit que toi, justement, tu n'avais pas ressenti cette fierté au début. Tu as dit que justement, tu avais voulu redécouvrir la Seine-Saint-Denis. Oui. Parce que quand tu... En tant que personne, oui. En tant que personne, parce que quand tu en étais parti, tu te rendais compte que tout le monde était fier du pays, du territoire sur lequel ils avaient grandi. Mm-hmm. Et comment tu expliques alors que ces gens sont fiers d'un territoire et que toi, par exemple, tu n'as pas eu cette fierté? Est-ce que ça t'est très personnel ou est-ce que c'est parce qu'actuellement, il y a peut-être un nouveau souffle à Seine-Saint-Denis qui fait que les gens sont fiers? Je pense qu'il y a ces deux choses. C'est qu'il y a aussi une histoire personnelle. Ouais. Il y a aussi le fait que quand j'avais 10 ans ou entre 10 et 15 ans, l'image de la Seine-Saint-Denis était complètement différente. Donc tu as quel âge? 28 ans. 29 ans, oui, pardon. 29 ans, ça fait il y a 15 ans. Ouais. Donc grosso modo 14 ans. Donc ça fait 2000-2001. Ouais. Donc 4 ans avant l'explosion des banlieues. Mm-hmm. Et on n'est pas dans la moindre période. D'accord. 2000-2001. Ok. Ça marche. Voilà, je sais que moi que c'était compliqué. Attends, 2000-2001, je situe parce que ça me paraît important. Ouais. L'AN c'est 96. Et ma cité va craquer c'est 97 ou peut-être 97 et 98. Et depuis 10 ans, depuis la mort de Malik Oussekine, il y a une évidence de quelque chose qui est en train de bouillir. Donc en effet, on est dans une dynamique où on est en pleine marmite qui est... Et pourtant, moi, j'ai pas vécu dans un endroit, on va dire, dans une tour, ce genre de choses. Ouais. C'était juste qu'à chaque fois que, pour postuler un travail,
2 pour louer une maison avec des potes comme tout le monde, tout jeune fait. 3 pour, je sais pas, ne serait-ce que aller à la CAF ou même n'importe quoi. Ça a toujours été compliqué, j'avais toujours eu l'impression de devoir me justifier d'où je venais. Et c'était tellement frustrant, tellement au quotidien, c'était... enfin, ne serait-ce que moi, je pense que là où j'ai jamais subi de racisme parce que mon père est d'origine tunisienne, ma mère est bretonne normande, et pourtant ça se voit, la partie tunisienne a pris le dessus. Mais c'est vrai que j'ai jamais senti de racisme en lien avec mes origines, mais plus racisme avec l'endroit où... Ah, d'accord. À mon adresse, du racisme au niveau de l'adresse, Ok. du nom de la ville. Et pour postuler, ce genre de choses, moi je faisais des tests, je mettais une adresse parisienne, une fausse adresse, que j'envoyais avec sensiblement le même CV, et on me répondait parfois quand j'envoyais avec l'adresse parisienne en fait. Et pourtant j'avais sensiblement le même CV. J'avais juste changé de quelque chose sur mon CV et j'ai gardé le même nom. C'est juste que les gens vraiment, ils s'attachaient à l'endroit où tu vivais. Et pour eux, quelqu'un du 93 ne pouvait pas être aussi bon que quelqu'un qui venait de Paris. Voilà. Et donc c'était ça. Et à toutes ces genres de choses, c'est vrai que en fait, c'est aussi une question d'identité. C'est que quand on est tunisien, mon père est tunisien, ma mère est française, on a une double culture, déjà c'est compliqué de savoir d'où on se place, est-ce que on doit s'intégrer coûte que coûte par des stratagèmes ou je sais pas, ou être fier de sa culture, c'est ça aussi, cette complexité de l'immigration aussi, même si je suis né en France, j'ai grandi en France, mais c'est aussi complexe, et donc ajouter avec cette complexité d'un endroit où on nous dit que il faut pas forcément être fier, ajouter à cette complexité d'un endroit qui est dénigré constamment, voilà, ces choses-là qui font que finalement je me suis toujours posé la question d'identité. En fait, c'est aussi qui je suis, où j'ai vécu, après, avec tous ces voyages-là, je me suis rendu compte que finalement, j'avais le droit d'être fier. En fait, on m'a toujours dit, mais c'est quoi ton identité pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire vivre à Paris? Est-ce que tu es parisien? Est-ce que tu es banlieusard? Et moi, j'ai jamais su répondre en fait. Ouais. Et maintenant, je peux répondre vraiment. Je viens de Seine-Saint-Denis et j'en suis fier. Parce que je me suis intéressé aussi. Et c'est vrai que lorsque on travaille en région parisienne, on édite en région parisienne, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que on sort de chez soi, on va au travail, on rentre, ou on reste à Paris parce que c'est à côté. Mais c'est vrai que possiblement, si j'avais trouvé un travail en Seine-Saint-Denis, ça aurait été différent. Peut-être que si j'avais passé moins de temps dans les transports, grosso merdo, entre Aulnay-sous-Bois et le 15e, ce qui fait, je sais pas, le Paris déjà, Porte de Bagnolet, c'est 17 km, tout comme ça, donc c'est environ en transport 1h45. Entre 1h30 et 1h45 le matin. Ouais, rien que pour y aller. Rien que pour y aller. Ouais, donc mais ça, c'est les Parisiens, moi je les trouve fous. déjà, c'est très complexe de voir ça, quoi, de dire finalement tu fais juste un trajet et tu perds autant de temps et ça prend du temps sur le fait sur ta vie privée, donc sur la vie que tu pourrais avoir sur place. Donc d'où le terme de cité dortoir aussi. Exactement, ouais, c'est ça que vient de là. du coup le temps est passé dans les transports et moins dans la convivialité locale. Pour ça, ce droit au transport, c'est important aussi. Donc c'est vrai qu'il y a non seulement un enjeu de se réapproprier le territoire en fait sous forme de valoriser la culture existante, et puis peut-être aussi du coup si c'est valorisé en termes économiques, ça crée de l'échange, et peut-être pour le moment c'est très chiche, mais pourquoi pas, enfin c'est comme toutes les actions, un levier qui pourrait permettre à quelques petits emplois, puis pourquoi pas peut-être un peu plus, et du coup limiter le transport et toujours activer un peu ce levier. J'ai choisi cet angle touristique parce que c'est un prisme où on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Ouais. C'est un peu un fourre-tout. Ouais, puis ça appelle à venir voir. C'est ça, exactement. Et venir voir, ça peut faire réfléchir, ça peut, même si c'est pas une fin en soi le développement économique, mais ça peut apporter certaines choses. Et ici, il y a des entreprises qui sont venues parce que c'est proche de Paris aussi et que c'est la plaine Stade de France est connue aussi. Il y a je sais pas exactement au niveau fiscalité ce qu'il y a. Ouais. On peut supposer. Mais par exemple, il y a des villes comme Sevran où il y avait énormément d'entreprises et où toutes les entreprises sont parties. Et c'est pour ça que le maire, il essaye Stéphane Gatignon, qui est un peu dans cette communication un peu misérabiliste, que je peux comprendre, mais que c'est pas forcément la meilleure communication.
Enfin, ça ce n'est que mon Ouais, avis. ouais, bien sûr, mais ça se défend. Et il y a toutes ces entreprises. Et pour ça qu'il dit que Sevran, c'est la ville la plus pauvre de France, parce qu'il n'y a aucune entreprise. Personne ne veut y aller parce que c'est aussi parce que les gens ont peur de venir, ils veulent pas que leurs employés viennent. Il y avait une zone franche, ça fait bien 10 ans, et pendant 10 ans, la moitié des entreprises, elles sont parties. Il en reste plus que 2 parce que les gens veulent plus rester là, parce qu'ils ont peur, mais c'est juste que comme il n'y a pas une vie dans cette ville, les gens s'enferment, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'échange, et les gens s'enferment et ça crée des mécanismes de violence ou de certaines choses. Voilà, c'est un cercle qui n'est pas impossible à casser, mais compliqué, parce que aussi il y a une part de dire voilà, finalement les gens ont très peu d'emploi, les gens aussi veulent travailler, ils n'ont pas forcément envie de faire 2 heures de transport pour aller à Paris, et ils veulent travailler sur leur ville. Plus le fait que le transport a un coût et que pour un travail parfois au SMIC, moins le coût du transport, moins le logement, en effet, c'est... Mais maintenant, il y a eu le conseil régional a réussi à standardiser ça. En fait, c'est le même prix. C'est un forfait. Alors le forfait, parce qu'il y avait plusieurs zones de 1 à 5, et maintenant en fonction de l'éloignement avec Paris, exactement. Et en même temps, maintenant c'est le même prix pour tout le monde. C'est ça. Ça c'est cool. Ouais. Enfin, il n'y a que les Parisiens où, ça a un peu augmenté pour les personnes qui sont en zone 1 et 2, et le prix après est resté le même et augmente pas en fonction des zones. D'accord, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qui existe en Seine-Saint-Denis? Qu'est-ce que tu as pu voir comme initiative? Des initiatives, j'ai pu voir ça par exemple, j'ai découvert. Cool. Donc c'est une association qui s'appelle le Pounil, et ça c'est le Pounil. On est au pied du AERB, et l'idée c'était de proposer une autre façon un peu de remettre l'agriculture dans l'urbain. Donc l'idée de cette association, c'est proposer aux habitants de donner leurs déchets aux poules pour qu'elles consomment, parce que la poule consomme, il y avait un chiffre tout à l'heure dans ma tête qui était 4 fois plus de déchets que l'être humain, mais je pense que c'est beaucoup plus. Et pour aussi sensibiliser les personnes au gaspillage, et aussi pour que les personnes puissent avoir un moyen de consommation de choses qui sont liées à la nature. Donc se raccrocher à la nature. Ils donnent les déchets de table, en échange de quoi ils récupèrent des œufs. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais, en plus simple, c'est ça. Et c'est une association qui est issue d'habitants de Saint-Denis, mais qui est aussi pour les habitants. C'est autogéré, c'est-à-dire que les personnes qui ont les clés, on devient membre de l'association, on met nos déchets, on vient ramasser nos œufs, en fait, c'est ça. Et donc c'est créer aussi de la cohésion entre habitants, autour d'un thème, autour de sensibiliser autour du gaspillage, de ce que c'est la nature tout simplement dans l'urbain. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est lié au vivant et à une autre espèce que l'homme. Et finalement, j'aime beaucoup l'éducation à l'environnement, parce que je pense, je peux me tromper, mais je pense que quand on apprend à respecter un animal ou un végétal, on a plus de facilité à respecter un être humain qui peut être complètement différent culturellement, mais qui nous ressemble énormément. Je ne peux être que complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est un beau projet. Donc du coup, ferme urbaine qui démarre avec, on va aller les voir tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu as visité comme autre projet? Quelles sont un peu les richesses aussi? Les richesses, si tu devais maintenant être un tour opérateur, dans le langage vulgaire, mais si tu devais inviter des personnes qui suivent Ethicamondo à venir visiter la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que tu leur indiquerais? Peut-être dans les grandes lignes, pas forcément telle et telle initiative, je pense qu'ils viendront sur ton blog, mais quels sont les secteurs d'activité que tu as pu voir, quelles sont les tendances, quels sont les besoins auxquels ces initiatives répondent et comment elles y répondent? Alors, j'ai pas envie de parler de tendance, mais plus parce qu'il faut partir de l'existant tout d'abord, pour comprendre un peu le territoire et un peu après analyser. Et l'existant et la contextualisation, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans Ethicamondo. Et moi, ce que je faisais lorsque je voyageais, pour comprendre un peu le territoire où je voyageais, j'allais dans les archives de la ville. Donc pour un peu comprendre et voir ce qu'il y avait. Et moi j'adore commencer ma journée par du patrimoine, tout simplement patrimoine architectural, historique.
Et j'ai découvert énormément de patrimoine historique, architectural, que ce soit bien d'architectes du monde entier qui sont venus. Un peu, à l'époque, on appelait ça des personnes qui venaient faire des tests sur la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils ont travaillé sur une autre façon de vivre ensemble pour les logements sociaux. Ouais. Mais pas que. Il y a des architectes qui sont venus comme Ricardo Bofill, c'est un architecte espagnol qui a construit un énorme complexe pour l'époque qui était assez impressionnant, qui s'appelle le Palacio d'Abraxas. C'est à Noisy-le-Grand. Et c'était une manière de proposer un lieu un peu comme une agora à la façon un peu athénienne, que toute la cité en fait soit organisée autour d'une agora intérieure, et pour que les personnes puissent aussi se rencontrer et que croiser les chemins entre les personnes. Et voilà, c'était en termes architectural, ça c'est innovant, c'est beau. Enfin, de mon point de vue, parce qu'il y a très peu de personnes, enfin très peu, mais il y a peu de personnes qui trouvent ça incroyablement beau. Il y en a qui trouvent ça, on va dire, horrible, après, parce que c'est subjectif, le beau c'est subjectif. Voilà. Et moi je me suis intéressé après avoir découvert plusieurs types de logements sociaux qui sont... La parenthèse là-dessus, est-ce que c'est utilisé comme agora aujourd'hui? Non. Ça n'a pas fonctionné. Et lui-même, Ricardo Bofill, j'ai vu plein d'interviews de lui, il était déçu du fait que ce qu'il voulait faire passer, ça n'a pas fonctionné, et c'est pas une réussite pour lui. Parce que aussi, on n'a pas sensibilisé les personnes en fait. On les a foutues là. Il y a eu l'outil, mais il n'y a pas eu l'animation, quoi. Il a manqué le film. Et c'est exactement ça, Seine-Saint-Denis. On n'a pas fait comprendre aux personnes pourquoi elles venaient là, et la philosophie, mais c'est peut-être compliqué aussi quand quelqu'un qui est en recherche de logement et qui est peut-être aussi dans la galère et qui ne va pas forcément avoir l'ouverture d'esprit pour... Enfin, c'est pas question qu'il n'est pas ouvert d'esprit, c'est que c'est compliqué d'être ouvert d'esprit quand on est six pieds sous terre. Je suis d'accord, et en même temps ça m'interpelle d'entendre le terme de test. Oui, c'est un peu laboratoire, quoi. On essaye et puis après on fait mieux ailleurs. Ça a été un laboratoire, parce que c'est une réalité, c'est comme ça que les gens, c'est aussi comme ça que les habitants le perçoivent. Il y a des choses qui ont bien marché, qui ont mal marché, comme pas très bien marché, comme le Palacio d'Abraxas. Il y a des choses qui ont très bien marché, comme une cité qui s'appelle la Maladrerie. La Maladrerie, ok. Oui. C'est à Aubervilliers, et c'est aussi une façon un peu différente de montrer un peu qu'on peut vivre bien dans les logements sociaux. C'est une femme qui s'appelle Renée Galoustet qui a construit une cité comme un labyrinthe, entre le labyrinthe et le château fort. Donc ça veut dire que l'idée c'est qu'on est au milieu de la cité et que finalement il y a plein de chemins pour en sortir, et chacun fait et crée son propre chemin pour sortir de là. Donc c'était aussi une philosophie un peu de... Donc habiter ensemble tout en ayant la capacité finalement d'un individualisme, exactement, enfin d'une identité individuelle. C'est vrai que, enfin, vu de l'extérieur, moi ce qui me frappe, j'ai pas du tout grandi dans les cités, etc., mais ça m'interpelle en effet quand je vois des grandes bars, de me dire mais ces familles, comment elles peuvent se créer leur propre identité à part à l'intérieur de leurs murs, ouais. Et encore tous les appartements souvent sont les mêmes. Et bah c'est ça exactement, parce que cet architecte, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a volontairement, aucun appartement ne se ressemble. C'est un écoquartier avant-gardiste concrètement. Et c'est-à-dire que sur chaque appartement, il y a une terrasse en terre où la personne peut cultiver, et volontairement, les appartements sont 10 à 20% plus grands que les HLM, que les appartements normaux, que ce qu'on peut voir comme dans les codes de HLM. Et voilà, et là il y a des habitants qui font visiter ces lieux-là, parce qu'ils sont fiers. Le bureau d'architecte, il est au cœur de la cité, il a été implanté, il est resté là. Nous on a construit, la volonté c'était on construit le lieu, et on s'installe aussi là pour faire comprendre aux habitants qu'est-ce que c'est. Pourquoi ? Là, on a eu un accompagnement à la fois sur un outil et sur l'échange. Exactement. Il y a aussi il y a plein d'architectes qui sont connus, comme Émile Alliot, qui a fait plusieurs types de cités aussi en Seine-Saint-Denis, qui sont de forme un peu, on va dire, qui peut paraître un peu excentrique, mais il y avait aussi une volonté d'amener une autre façon de vivre ensemble, et pas de faire des grosses tours avec de 35 étages, ce genre de choses. Et même dans ces tours-là, moi j'ai trouvé un intérêt, parce que ça avait un intérêt architectural, et l'idée c'était d'aller voir les habitants, dire ok, peut-être que si
tout le monde avait conscience de son lieu, conscience que c'était conscience que vous habitez dans une œuvre d'art. Peut-être qu'on respecterait mieux cette œuvre d'art et que même le bailleur lui-même prendrait plus de responsabilités et mettrait un peu plus d'argent à rénover, ce genre de choses. Alors je te suis et bon, je me fais un peu provoque, mais c'est parce que c'est quelque chose que je ressens comme ça, donc je voudrais avoir ton avis. Est-ce que justement aussi, alors dans certaines cités, comme tu me les fais découvrir, parce que finalement j'imaginais même pas qu'il y avait eu parfois autant d'intelligence et j'en suis content, ça me rassure, mais j'ai aussi cette image malheureuse. Donc c'est bien que tu nous en donnes une nouvelle, enfin une plus évoluée, que 1970 grosso modo quand ça a bien bâti dans les cités, c'est aussi vraiment un gros push au niveau d'une industrialisation dans tous les domaines qui s'accélère parce que ça y est on commence à bien comprendre les mécaniques d'investissement, de mécanisation à grande échelle. Et est-ce que aussi justement ces bars qui sont vraiment le même type d'appartement, est-ce qu'on est vraiment dans une œuvre d'art ou est-ce qu'on n'est pas dans l'exacerbation de penser l'humain comme une poule dans une cage et que forcément quand on fait souffrir les poules elles se bouffent le bec, etc. Et que là on a mis toutes les conditions réunies pour que n'importe quel être intelligent, cultivé, intéressant, il y a un pétage de plomb. Et que du coup ait envie de taguer, respecte pas une poubelle qui est renversée et dès qu'il voit quelque chose qui représente l'état de l'arrêt de bus et la voiture de police, c'est plus envie de caillasser que de dire merci pour les... Ça c'est une réalité. C'est une réalité. Alors là, c'est des faits. Toi, étant de Saint-Denis, est-ce que tu peux te balader partout ou est-ce que... Oui, je peux me balader partout. Et donc tu as pu échanger avec ces gens et c'est ce qu'ils ressentent. Et c'est ce qu'ils ressentent aussi, ça dépend. Il y a des personnes qui sont fiers d'habiter parce qu'ils habitent à Neuilly-Plaisance. Et Neuilly-Plaisance, c'est la ville où il y a le plus de maisons de maîtres en Ile-de-France. C'est-à-dire que c'est sur les bords de la Marne et toutes les maisons, c'est des châteaux en meulière. Qui sont au bord de la Marne et des gens vivent très bien, c'est encore l'esprit village, mais il y a des personnes qui vivent à Sevran et qui disent voilà, nous on nous a foutus là parce qu'on était des insoumis et qu'on avait besoin et on avait quelque chose à dire et on nous met là pour qu'on se taise et qu'on ne dise pas notre... Ces mouvements C'était pas un mouvement, c'était des personnes qui volontairement se considéraient comme insoumis, tout simplement, et c'est pour ça qu'elle dit ouais, moi je reste ici, quoi qu'il arrive. Moi je ferai en sorte que ma cité elle devienne ce qu'elle est, elle devienne meilleure, mais je reste là et volontairement c'est des personnes qui sont pas forcément... C'est pas historiquement, on n'a pas mis les insoumis à Sevran. À Sevran, les gens qui sont là, il y en a qui disent non, moi je veux rester là pour faire vivre ce lieu parce que je suis d'ici. C'est ça exactement, pas partir et pas faire comme tout le monde, partir parce que c'est compliqué, non, je reste là, j'ai envie de faire vivre et je me battrai coûte que coûte. Contre ces personnes-là, j'en ai découvert partout. Justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est ces personnes-là, ces habitants de la Barre Rocheuse ou de la cité qui a été intelligente. On sait qu'il y en a qui ont pété les plombs, ok c'est bon, on l'a assez vu à la télé, et toi justement, tu en as rencontré plein qui ont construit quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elles construisent ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles construisent? Des exemples, donc là en l'occurrence les poules, voilà, mais quoi d'autre? Les bergers urbains, il y a même des associations qui ont fait des baguettes suspendues. Ouais, alors donc à la manière du café suspendu, parce qu'il y a des gens qui ont moins d'argent, ok. Et en fait, l'idée c'était d'aller dans toutes les boulangeries, de leur ville. Là, c'est pour le coup, c'est à Aubervilliers, et de proposer d'acheter une baguette et de la donner et de la mettre en suspens pour quelqu'un qui est plus nécessiteux. Donc là, une sorte de solidarité, pas liée au café, mais liée à la baguette et au pain. Et le pain, ça veut dire aussi le partage, c'est-à-dire plein de choses. Donc ça fait sens. Il y a aussi des associations qui se sont mis dans des... il y a une association à Clichy, c'est à Clichy-sous-Bois, en plein dans la cité. Il y avait un terrain vague, et une association a mis un chapiteau et elle a créé un théâtre. Voilà, à l'image de l'habitant, et créer une programmation à l'image de l'habitant, avec l'habitant. Voilà, sur deux choses. Il y a des associations qui valorisent la personne qui fait visiter sa cité à Aubervilliers. Je trouve ça intéressant. Il y a des personnes il y a plein de lieux qui étaient en friche. Il y a une association qui s'appelle le Théâtre des Frères Poussières, qui est en train de réhabiliter un ancien théâtre de patronage et qui fait des... C'est quoi un théâtre de patronage? Patronage, en fait, c'est un théâtre qui était réservé aux religieux.
Il y a une ancienne école catholique juste en face. Et ce théâtre-là, c'était un théâtre pour les personnes liées qui étaient à l'école. D'accord. Donc voilà, c'est des théâtres qui ont une histoire. Par exemple, dans ce théâtre-là, il y a, je crois que c'est Sheila et Mireille Mathieu qui vont chanter voilà, pour la petite histoire. Et c'est pour valoriser ce patrimoine et montrer et proposer quelque chose qui ressemble à l'habitant. Il y a une association qui a décidé de créer des ateliers autour aussi bien de la cuisine, de la photo, de l'art en général, et qui essaie de rénover le théâtre pour en faire un lieu de création par et pour les habitants. Voilà. Une personne qui veut... On va prendre vraiment quelqu'un qui aurait aucune connaissance de la culture banlieue, qui se dit c'est pas possible, il y a des trucs qui se passent, j'ai envie d'aller voir ça et j'ai envie justement... Bon, ici c'est vrai que le terme tourisme peut prendre un sens, même si chez Ethicamondo on fait attention à ce terme-là, parce que vu qu'on voyage un peu partout, on se défend d'une rencontre interculturelle plutôt que d'un tourisme qui entend aussi une consommation. Mais là par exemple, donc une personne veut venir à Seine-Saint-Denis, rencontrer justement... En Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis. Oui, parce qu'il y a la différence entre à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis. Bien vu, bien vu. Et donc la personne veut venir en Seine-Saint-Denis, rencontrer ces associations, etc. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs et est-ce que toi, tu en fais partie? Qui contacter? Qui contacter? Déjà, il y a... moi, j'ai été beaucoup contacté sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Ça s'appelle Mon Incroyable 93. Il suffit de taper sur Google. Et sinon, il y a des collectivités, enfin des collectivités qui sont un comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis qui développe aussi le tourisme en Seine-Saint-Denis. Alors, est-ce que eux ont conscience de l'existence de ces associations? Parce que souvent, c'est le problème, c'est que les comités touristiques, offices de tourisme, etc., sont plutôt performants sur la partie architecturale, ce qui est bien, sur la partie hôtelière, ce qui est bien, mais parfois beaucoup moins sur le réseau associatif et particulièrement sur des alternatives. Ils sont vraiment actifs, ils ont Super. des relais terrain. Tu parlais d'hôtellerie, mais en fait j'ai rencontré aussi une association qui s'appelle Accueil Banlieue, qui est un réseau de chambres d'hôtes en Seine-Saint-Denis. Donc ça veut dire... Attention moi parce qu'on entend sur le micro. Je suis désolé, c'est les petits trucs techniques. Moi je parle beaucoup avec les mains. Non mais ça me gêne pas, c'est jusque là, ouais. mais ça va s'entendre sur le micro. Et donc cette association, c'est un réseau de chambres d'hôtes en Seine-Saint-Denis. Donc l'idée c'était de dormir chez l'habitant pour la modique somme de 15 €. Ça c'est super accessible. Voilà. Que ce soit bien pour des gens qui viennent à un concert au Stade de France. Mais au lieu que les personnes consomment juste la destination, les hôtes doivent proposer une visite de leur lieu d'habitation et un temps d'échange. C'est un peu pas une obligation, mais c'est vrai qu'ils poussent les personnes à l'outil et l'humain, la chambre et la relation. Exactement. Et donc voilà, ce genre de choses. Moi, je l'ai découvert aussi par mes recherches, mais le comité départemental du tourisme, eux, ils connaissent toutes ces choses-là. Et ils ont vraiment un ancrage terrain. Génial. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai aussi voulu travailler avec eux, parce que c'est quelque chose qui est apolitique aussi, qui vraiment ils sont dans la valorisation du territoire, donc c'est vraiment voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est pas quelque chose de politique avec un regard un peu plus de hauteur. Ils sont vraiment sur le terrain. Quelque chose de terrain. Voilà. Alors la dernière question, c'est les scénarios en Seine-Saint-Denis. Si tu devais dire le pire, le normal et le meilleur. Le pire. Enfin, c'est selon mon expérience, par mon voyage, toi, en général. Ta vision, pour toi, qu'est-ce qui serait le pire scénario ici? Qu'est-ce que tu penses qui va être le scénario normal et qu'est-ce que tu trouverais génial? La Seine-Saint-Denis, c'est déjà un lieu où on construit beaucoup de logements. C'est en Ile-de-France, c'est le département où on construit le plus de logements. Et là, il y a un projet qui devrait se faire aux abords du parc de la Courneuve, une sorte de Central Park à la française, où il y a une construction de plus de 30 000 logements sur la lisière du parc. Et moi, le pire, ce serait que la Seine-Saint-Denis devienne encore plus un endroit où les gens viennent parce que le loyer est peu cher. Donc une sorte de gentrification de toutes ces personnes qui viendraient et qui font perdre d'identité à 80, mais aussi faire en sorte que ce soit qu'un lieu de dodo, voilà, de cité dortoir, un département dortoir. Et c'est ça qui je pense, qui peut être le pire. Et ce projet-là, qui est un peu valorisé par l'État, mais pas par les institutions locales,
que ça soit bien la collectivité aussi, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a décidé que ce soit au parc de la Courneuve, parce que l'État peut permettre de dire sur un lieu que ça c'est une comment ça s'appelle ça d'intérêt national. Voilà. Et l'État peut se permettre ça et ils ont fait ça avec une partie du parc de la Courneuve. Et les questions c'est pourquoi, en sachant que la Seine-Saint-Denis c'est l'endroit où on construit le plus, pourquoi construire encore 30 000 logements ici avec ça veut dire la rénovation, la destruction de choses, ça peut coûter énormément d'argent aux institutions. Pourquoi ne pas le faire par exemple, je sais pas, en lisière du bois de Boulogne? Dans les Hauts-de-Seine. Ou alors remplir aussi tous les appartements vides aussi, ce serait pas mal parce qu'on construit, mais alors... Exactement, ça peut être dans ça nos aussi. campagnes, si tu savais le nombre de maisons vides, je dis pas qu'on pourrait accueillir l'ensemble des personnes qui n'ont pas de logement, parce que c'est compliqué, mais il y a de quoi faire. Là, c'est vrai que je pense un peu, on va dire, Île-de-France. C'est vrai que moi, l'idée, c'est pourquoi le faire ça dans 93 et pas le faire ça dans les Hauts-de-Seine et par exemple en lisière du bois de Vincennes. Mais parce qu'il y a plus de pression aussi, c'est des départements plus riches. Voilà, ça c'est pas adapté à ce genre de personnes. Voilà, pourquoi et moi c'est ça que j'ai peur aussi, c'est de dire finalement que la Seine-Saint-Denis elle va toujours être, on va lui mettre tout le poids sur encore plus de poids. Voilà, c'est ça, et c'est ça un peu je pense qui peut la menace. Quoi, la menace. Alors le scénario normal maintenant. Le scénario normal bon, je ne parle pas forcément en termes de construction, mais qu'il y a de plus en plus d'associations et c'est le cas en fait, c'est une réalité, il y a de plus en plus d'associations qui viennent, mais que ce ne soit pas que l'associatif, que ce soit aussi l'institution qui les finance, pas que les finance, mais qui les soutiennent tout simplement en termes de communication, que les habitants se rendent compte que leur département est riche. Mais ça commence à... C'est ce que tu sens? C'est ce que je sens, ouais. Tu penses qu'on peut aboutir, enfin... Sans rentrer dans le scénario idéal, est-ce que tu sens que là on est en train d'aller, qu'il y aurait peut-être besoin d'injecter des subventions pour arriver à des échanges locaux qui créent finalement de l'entrepreneuriat, du coup, qui pourrait, qui pourrait éviter d'être tout le temps subventionné? Parce que la subvention, aussi, ouais. moi je pense qu'elle est intéressante pour lancer. Si après on est tout le temps en subvention, c'est pas durable. Mais complètement. Et tu le sens, ça, c'est une tendance ou c'est peut-être encore trop tôt? Après peut-être que je suis entouré que de convertis dans le sens... Ouais, mais il faut accepter sa subjectivité là. Oui, je pense que c'est au niveau associatif. Après, c'est vrai qu'il y a une baisse des subventions, c'est une réalité. D'accord. Il y a une baisse des subventions, mais il faudrait un coup de jeu. Mais il y a des personnes de plus en plus de personnes qui sont motivées. Après, c'est peut-être que je m'intéresse plus au territoire, mais c'est vrai que j'ai vu énormément de personnes et je rencontre des personnes tous les jours en Seine-Saint-Denis qui veulent faire des choses et qui veulent créer. Et je pense qu'il faut entretenir cette dynamique de création. Et c'est pas forcément avec des subventions, mais c'est aussi valoriser tout simplement la création. Du crowdfunding, ça se diffuse ici? Ça se diffuse. Moi, j'ai fait mon voyage c'est une participation. J'ai fait un voyage en crowdfunding. Voilà, l'idée c'était de proposer aussi d'aider, que les personnes m'aident à faire ce voyage et tout ce qui s'ensuit, pardon. Et que je propose des contributions sur certaines choses, comme ce que je t'ai apporté, une bonne bière de Montreuil, de Seine-Saint-Denis. Et donc voilà, à la base il y en avait une, il y avait un brasseur, maintenant il y en a 2 et puis 3. Voilà, génial. Donc ce genre de choses. Génial. Et de la bière artisanale, bio. Même la Montreuilloise, lui, il a pris du houblon qui pousse en Seine-Saint-Denis, parce que oui, il y a du houblon qui pousse en Seine-Saint-Denis, parce que à la lisière de la Seine-et-Marne, plus vers l'est, il y a encore des champs. De blé et de houblon, mais il y a beaucoup de retraités, c'est beaucoup d'anciens qui étaient là parce que terre fertile, potager, ce genre de choses, agriculteurs, et voilà, ces personnes partent à la retraite et elles juste proposent gratuitement leur houblon, et là j'ai mis en relation ces 2 personnes-là. Génial. Ouais. Super. Et alors maintenant la touche finale, le meilleur scénario, toi, qu'est-ce que tu verrais vraiment comme... Le meilleur scénario, je pensais à quelque chose, mais c'était un peu ironique. Mais vas-y. Parce que j'ai entendu parler que Anne Hidalgo avait dit dans les médias. Madame la maire de Paris. C'est ça, pardon. Elle souhaitait que la Seine-Saint-Denis prenne une part assez prépondérante dans l'organisation des JO 2024 de Paris. Et que ça se passe en Seine-Saint-Denis et pas vraiment à Paris, et que principalement en Seine-Saint-Denis. Ça, pour moi, je me suis dit ça peut être l'orgasme un peu
un peu, pas, j'allais dire intellectuel, mais l'orgasme un peu, on va dire, philosophique de se dire, oh, on va s'intéresser à la Seine-Saint-Denis, on va le valoriser, mais ça peut rejoindre aussi le pire, parce Bah, on qu'en l'a termes vu de avec, construction, le Brésil. voilà, on l'a vu avec le On le Brésil. voit avec le Qatar. Ouais, Voilà, c'est ça. Mais c'était à quoi je pensais. Non, je pense que Mais disons que l'idée d'avoir un projet qui un peu valorise, phare, qui valorise le alors soit un département. grand projet, Ouais, on se dit ou pas ouais, forcément. JO ça peut être bien, mais en même temps ça peut couler du béton. Mm. Hein. Mais en tout cas, l'idée de se dire à un moment, faire soit émerger, soit que les politiques disent ok, on fait un gros projet, évitons la construction peut-être, mais en tout cas qui mettent la lumière sur Seine-Saint-Denis, ça tu penses que ça pourrait booster Voilà, il y a aussi cette banlieue, il y a aussi un village Alternativa qui va être, génial. qui va peut-être être monté en septembre. Ah, il faut. Et il faudra en parler avec l'association qui, ça qui serait génial, des ça. bergers, Clinamen, qui est des bergers urbains, qui a l'initiative de ça, D'accord. sur des friches. Mais ça, c'est une guerre aussi avec une collectivité, parce que eux, ils souhaitent en faire quelque chose, ils souhaitent en faire que ce village soit autosuffisant, donc puisse cultiver des choses, et donc ça prend du temps. Et la nature est très capricieuse, comme on le sait tous. Donc voilà, ce genre de choses, c'est une initiative. Ça, je pense que ça vraiment, c'est si on le scénario, le meilleur scénario, ça serait aussi que ce village Alternativa puisse se faire en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis. Ça, je pense que c'est quelque chose qui Donc émerger un projet commun qui voilà, c'est ça, dynamise les foules. Quoi. Exactement, Cool. c'est ça. Bon, ben moi je pense que ça va se faire. J'espère aussi. Ouais, un grand merci Ouais, pour ton merci à témoignage. toi. Et puis bah tout le monde est bienvenu en Seine-Saint-Denis. Et puis voilà, n'hésitez pas. Il fait beau. En plus, il fait beau, il y a des poules, il y a des RER pour arriver. Et puis c'est Et on y l'occasion. mange bien, je précise Et on y aussi. mange bien. Et c'est l'occasion de ou redécouvrir ou même découvrir, c'est important. Voilà, aujourd'hui il y a plein d'images qui se véhiculent. Et la meilleure façon de voir les choses, c'est de juger par soi-même. Et pour juger par soi-même, n'oubliez pas que c'est pas juste une visite en marchant et en regardant, ça c'est important, mais c'est une rencontre avant tout avec les gens. Et je pense que ce témoignage est important puisqu'on a vu qu'à chaque fois, il pouvait y avoir des outils et que ça marchait pas parce qu'il n'y avait eu que l'outil. Et qu'à chaque fois que ça a marché, c'est parce qu'il y avait un outil et des rencontres humaines. Donc nouvelle invitation au voyage via les rencontres humaines, et cette fois donc en Seine-Saint-Denis. C'est ça, parfait. À très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir les étiquettes mondiales.